a maintenant le plaisir d'accueillir le docteur Géraud Galvin, qui est chirurgien thoracique et oncologique au Centre de lutte contre le cancer, le centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand, et qui va nous traiter des indications chirurgicales et de radio-interventionnelles chez ces patients traumatisés thoraciques. Merci Géraud. Mathieu, bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir donné la parole aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec des gens d'autres spécialités. On apprend toujours plein de choses et j'ai appris plein de trucs sur l'analgésie en chirurgie thoracique alors que je le vois tous les jours. Alors, moi, j'ai pas de conflit d'intérêt dans la présentation. Bon, alors, comme l'a dit Benjamin, il a dit beaucoup de choses. Le traumatisme thoracique, c'est à peu près 12 000 admissions par an aux urgences. Et sur ces 12 000 malades, il y en a à peine 500 qui vont être opérés. Alors, ce chiffre de 500, on le tire de notre base de données, Epitor, qui est une base déclarative des centres de chirurgie thoracique en France. Et elle mérite d'exister, c'est pas forcément exhaustif. Néanmoins, je pense que c'est à peu près la proportion de patients qui vont réellement passer la porte du bloc opératoire. La majeure partie vont avoir un drainage pleural. Je ne vais pas commencer à marcher sur les plates-bandes de Thomas Godet qui nous en parlera tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler des traumatismes thoraciques fermés, donc on ne va pas parler de ce patient-là qui nous avait été transféré, je crois, de Vichy, avec une plaie à l'arbalète. Alors, petit rappel de définition, on va s'en servir après vraiment dans les études. Le volet costal dans un maladie. Donc c'est trois fractures, c'est trois côtes cassées de manière focale. Alors on peut avoir un volet qui est très mobile ou au contraire un volet qui est traité, pas forcément sur la mobilité du volet costal. Les deux autres termes, le fracas costal, par définition, c'est plus de 5 fractures de côte, plus de 5 traits de fracture de côte, qu'elles soient consécutives ou non. Et l'embarrure, c'est une fracture de côte avec un empalement d'un viscère sous-jacent, soit le diaphragme, le poumon, le foie, la rate, peu importe. Alors, pour répondre tout à l'heure à Benjamin, qui nous disait que ça servait à rien, ces reconstructions 3D, ben moi je ne suis pas d'accord. Parce que nous, ça nous sert. Quand on doit ostéosynthéser les volets dans les 48 heures qui suivent le traumatisme, les muscles ont tiré sur les côtes qui sont décalés. Donc on risque de raccrocher la 4e avec la 5e ou inversement. Ça ne fait pas très classe sur le scanner de contrôle. Donc on se sert de ces reconstructions 3D. Comme quoi on peut publier pas mal de choses, j'ai trouvé cet article que j'ai préféré partager avec vous, c'est sur la saisonnalité des fractures de côte. Alors nous on avait remarqué ça dans notre service, ça va bientôt être le cas là, en Auvergne, c'est la saison des cerisiers. Et donc c'est vrai que dès qu'on commence à avoir des cerises, en ostéosynthèse plus de côtes. Ça c'est une équipe de Cincinnati qui a rapporté leur expérience. Eux par contre c'est pas les cerisiers, c'est les motos. Les motards sortent à la sortie d'hiver. Cincinnati, c'est dans l'Ohio, dans le Midwest, il fait froid l'hiver, donc ils ne roulent pas. Puis dès qu'il commence à faire beau, paf, ils sortent, ils se cassent des côtes, et puis quand l'hiver revient, ils rangent la moto au garage et ils ont moins de fractures de côte. Alors dans le traumatisme fermé, Benjamin l'a dit, 3e fois, je vais arrêter de compter, le gros problème, c'est les fractures de côte. Est-ce que c'est pertinent d'opérer ces fractures de côte ? Alors il y a des guidelines qui remontent à 2017, qui étaient basées sur 22 études, uniquement 2 études contrôlées, randomisées, et quand on regarde leurs conclusions, c'est dans les cas de volée chez l'adulte, il peut être intéressant, c'est au conditionnel, de synthéser les côtes, ce qui va permettre de diminuer la mortalité, la durée de ventilation mécanique, la durée de séjour à l'hôpital ou aux soins intensifs, les risques de pneumonie et de trachéotomie. Par contre, sur les fractures sans volet associé, ils ne peuvent pas établir de recommandations. Alors depuis, probablement poussé par l'industrie, on ne va pas se cacher, il y a plusieurs fabricants de matériel d'ostéosynthèse qui sont très proactifs pour nous inciter à réparer les fractures de côte, qu'elles soient sous forme de volets, de fracas. Il y a pas mal d'études qui ont été faites. Alors nous, il y en a une qu'on a fait en France, on a participé, c'est l'étude en vol. Alors je voudrais bien vous donner les conclusions, mais ça n'a toujours pas été publié, alors que l'inclusion est finie depuis un petit paquet d'années, très probablement parce qu'on a des résultats qui ne sont pas positifs. Alors, je vais passer rapidement sur ces 4 études-là qui sont sorties dans les 2-3 dernières années. La première, que vous avez peut-être lue dans JAMA, là, qui est vraiment celle qui met le pied dans la porte, quoi, hein. Ils ont randomisé 207 patients dans 15 centres, 8 ans d'inclusion. Les malades étaient randomisés dans les 72 premières heures
que ce soit pour un volet ou une déformation importante, et c'était indépendamment de leur statut ventilatoire, qu'ils soient déjà intubés en réanimation ou qu'ils soient dans un service, j'ai envie de dire, polyvalent, avec une analgésie bien conduite. Et ben, chez les patients qui ont été opérés, on n'avait aucun bénéfice, qu'on soit ventilé ou non, au moment de la randomisation. Les seuls patients qui ont présenté un intérêt, j'ai envie de dire, c'est ceux qui étaient ventilés au moment de la randomisation et qui ont eu un séjour un petit peu plus court dans l'analyse de sous-groupe. Première méta-analyse dont je voulais vous parler, 2022, 606 articles qui ont été passés en revue, il n'y en a que 40 qui ont été gardés, 5 prospectifs et 0 randomisé contrôlé. Eux, ils nous disent que quand on est opéré, globalement, on diminue un peu notre mortalité, que si on opère, il vaut mieux le faire dans les 72 premières heures, que ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui ont un volet, et idéalement quand on a moins de 60 ans. Quand on a plus de 60 ans, le bénéfice à l'ostéosynthèse disparaît. Étude qui a été présentée l'année dernière au Congrès américain de chirurgie, qui là aussi est assez intéressant. Alors c'est une étude monocentrique, prospective, c'était à Houston. Ils sont intéressés à des gens qui avaient un volet radiologique, pas clinique, un fracas ou des fractures bicorticales déplacées. Ils ont inclus 84 patients, ils ont été un peu embêtés par le Covid au moment de leur étude. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est le suivi à 6 mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très rarement dans les études. Dans l'étude dont je vous parlais, française, là, en vol, on voulait les suivre jusqu'à 1 an. Et je pense qu'on aura à peu près les mêmes résultats que celle-là. Alors, pour eux, c'est même péjoratif d'aller opérer les patients. Le groupe opéré a une durée d'hospitalisation qui est plus longue de manière significative. Je ne voulais pas détailler en plus, mais en plus, comme ils ont été opérés, ils ont consommé plus d'opioïdes. Et donc, les auteurs le jugeaient aussi comme un facteur qui n'était pas forcément pertinent. Et alors surtout, c'est le suivi à 6 mois. 6 mois après l'intervention chirurgicale ou 6 mois après le traumatisme, ils ont réévalué leur malade. Et bien, globalement, celui qui a été opéré, il est moins mobile, il peut moins s'occuper de lui. En termes d'anxiété, c'est à peu près pareil. Et sur la douleur, celui qui a été opéré, il a plus mal. Donc, ce n'est pas forcément la solution. Dernier papier, c'est une méta-analyse qui est sortie la semaine dernière. Donc eux, ils sont partis avec 719 articles. Finalement, ils ont gardé que les 9 essais randomisés contrôlés qui se sont étalés entre 2002 et 2023. Et là, les seuls bénéfices qu'ils y retrouvent, c'est diminution des pneumopathies et diminution de la durée de ventilation mécanique. Très probablement, les 2 derniers essais qui sont sortis récemment, là, c'est la conclusion des auteurs, plombent, entre guillemets, l'intérêt de l'ostéosynthèse. Alors malgré tout, on en fait. Quand on en fait, ça ressemble à ça. Donc pourquoi ça fait mal ? Parce qu'il faut qu'on fasse un délabrement musculo-cutané qui est assez important pour aborder le grille costal. Et puis par-dessus, on va venir fixer. Alors nous, dans notre centre, on a des attelles en titane là, qu'on vient sertir sur les foyers de fracture. Il y a d'autres fabricants qui ont développer des systèmes de vis-plaques, un peu comme en orthopédie ou en chirurgie maxillofaciale, ou des espèces de clous centromédulaires de côte là, pour remplacer ce qui était avant les broches de Kirchner. Voilà, sachant que les côtes n'ont pas d'orifice médulaire, mais donc ça c'est un peu encore un problème avec les fabricants. Alors si vous demandez à un chirurgien quel est lui ce qu'il pense de bien, ouais, nous on trouve un intérêt quand même chez les patients qui ont un volet mobile clinique et qui sont en défaillance respiratoire. Il n'y aura pas de discussion s'il y a une menace pour un organe sous-jacent. La déformation importante de la paroi thoracique chez quelqu'un qui a vraiment, comme sur la première vidéo que je vous montrais, un thorax qui est tout défoncé, vous avez la vidéo de Benjamin tout à l'heure, lui on sait que s'il cicatrise comme ça, il va garder un syndrome restrictif qui va être important, donc on va aller le synthéser. Et puis la dernière chose, c'est l'ostéosynthèse de rencontre. C'est-à-dire on rentre dans le thorax pour réparer un diaphragme, réparer le poumon, peu importe. Et au passage, on va réparer les côtes. Quelques mots sur la fracture du sternum. Donc elle est rarement isolée, souvent elle est associée à une fracture du corps d'une vertèbre.
L'essentiel là, comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est le contrôle antalgique. Bien penser à la contusion myocardique. Alors il n'y a pas vraiment de recommandations très précises. Est-ce qu'il vaut mieux doser les troponines, faire une échographie cardiaque? Donc au final on fait les deux. Et c'est très rarement d'indication chirurgicale, encore moins que les côtes. Globalement, nous on va les opérer quand c'est au stade de la pseudarthrose et qu'on a des douleurs qui se chronicisent à cet endroit-là. J'ai rajouté juste ça pour que vous en ayez une notion, c'est la luxation sternoclaviculaire. Alors nous, celle qui nous intéresse, c'est les luxations postérieures. Dans notre équipe, enfin dans notre centre plutôt, les orthopédistes s'occupent des antérieurs et nous des postérieurs. Pourquoi? Parce que la complication essentielle, donc là on a le corps du sternum, la tête de la clavicule droite qui vient écraser le tronc veineux brachiocéphalique gauche. Là. Donc le risque, c'est au moment où on va réduire cette luxation, qui est en fait une plaie qui était camouflée par la pièce osseuse et qu'on ait un saignement majeur qu'il faille aller contrôler. Donc voilà, si vous avez une luxation postérieure de la clavicule, ce qui n'est pas très fréquent, il faut y penser. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler, on les prendra en charge. Le gros des traumatismes dans le thorax, on disait, dans les traumatismes fermés, c'est le pneumothorax, l'hémothorax, ou la forme combinée des deux. Dans la très grande majorité des cas, le drainage pleural va suffire et on n'aura pas besoin d'intervention chirurgicale. Je laisserai à Thomas le soin de détailler ça. Petite nuance, c'est l'hémothorax abondant. Globalement, si vous avez plus de 1500 millilitres qui s'évacuent dans le pack de drainage, rapidement, il va falloir nous transférer le malade pour qu'on aille fermer le robinet de ce qui saigne. Si on a 200 à 300 millilitres par heure pendant 4 heures, pareil, on va prendre en charge les malades, que ce soit en thoracotomie ou en thoracoscopie. Et vraiment, il faut être assez vigilant sur les hémothorax résiduels là, qui vont occasionner derrière des fibrothorax qu'il va falloir évacuer, idéalement par thoracoscopie. Et là, on a globalement jusqu'à 1 semaine pour les évacuer. Si on ne le fait pas, il y a une espèce de gang qui se forme autour du poumon et les patients sont très gênés derrière. Et on repart après sur des interventions plus difficiles de décortication pleuropulmonaire dans les 6 mois à 1 an qui suivent le traumatisme. Mais du coup, pendant toute cette période, les patients ils ont eu une vie quand même très altérée. La contusion pulmonaire, Benjamin vous en a parlé, c'est très rarement d'indication chirurgicale. Les seuls rares cas qui pourraient nous intéresser, ça serait sur une nécrose étendue d'une zone de contusion. Quoi qu'il arrive, si jamais on doit réséquer du poumon dans le contexte traumatique, on va essayer d'avoir des techniques d'épargne parenchymateuse. On évite au maximum de faire un geste de lobectomie, encore moins de pneumonectomie, qui ont des taux de mortalité qui sont majeurs. Une pneumonectomie d'hémostase, c'est 80 à 100% de mortalité dans les 30 jours qui suivent. Il faut y penser parce que c'est pas très fréquent, mais ça peut être dramatique. Ce sont les traumatismes trachéobronchiques. Il y a une statistique qui court entre 0,5 et 2% des polytraumatisés. Ça donne très volontiers des arrachements de la bronche souche droite, comme dans le cas d'un jeune qui nous avait été transféré avec donc la souche droite qui était déconnectée de la carène. Et qu'on va pouvoir recoudre assez facilement. Alors quand y penser au traumatisme trachéobronchique, dans l'emphysème sous-cutané, dans la paralysie des cordes vocales, souvent bilatérales, on peut avoir un pneumothorax, une contusion pulmonaire associée. Il faut vraiment avoir en tête que si la plèvre n'a pas de pneumothorax, mais qu'on a un pneumomédiastin, éventuellement un emphysème sous-cutané cervical, il faut bien penser à regarder sur le scanner thoracique qu'il n'y ait pas un arrachement d'une des souches. Le traumatisme œsophagien, c'est encore plus rare, c'est moins de 1%, mais par contre, quand ça survient, là, il y a 20 à 40% de mortalité. Souvent, on a un retard diagnostique, parce que c'est dans un contexte de polytraumatisme, on part d'abord sur d'autres prises en charge. Pour en faire le diagnostic, ça sera un scanner avec opacification. Idéalement, c'est ce qui est marqué dans la littérature. Nous, on n'y a pas accès. Je ne sais pas comment c'est dans votre centre, mais les gastro-entérologues refusent systématiquement de faire des fibroscopies œsogastriques en pensant, pour une raison que j'ignore, que ça va majorer la fuite, mais elle est déjà présente, donc on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître la viabilité tissulaire, savoir comment on va pouvoir guider notre geste chirurgical. Est-ce qu'on va pouvoir juste débrider la plaie, la suturer, rajouter un lambeau pour améliorer la viabilité locale? Est-ce qu'on peut mettre un endovac
Donc ça, c'est comme les pansements aspiratifs qu'on peut mettre sur des laparotomies ou sur des thoracotomies, mais qu'on fait passer par une sonde nasogastrique. Est-ce qu'il va falloir faire une exclusion œsophagienne, qui est un geste quand même très lourd pour le patient, qui va se retrouver avec un œsophagostome qu'il va falloir reprendre plusieurs mois après. Et enfin, place qui n'est pas encore très bien déterminée dans la littérature, c'est le stent. Est-ce qu'il y a une place dans la rupture traumatique de l'œsophage pour mettre en place des stents? Il y a quelques case reports qui disent que c'est peut-être jouable. Encore moins fréquent, mais encore plus grave, c'est la luxation cardiaque. Là aussi, si vous avez sur un scanner de l'air dans votre péricarde, enfin dans le péricarde de votre patient surtout, plus que dans le vôtre, en tout cas je vous le souhaite, là aussi c'est qu'il y a un problème. Il n'y a jamais d'air dans un péricarde. Donc si vous avez, comme ici, un espèce de croissant gazeux en avant du cœur, qui est d'ailleurs une forme un peu bizarre, c'est qu'il y a une luxation du cœur. Alors comment ça se passe? Dans les traumatismes fermés, c'est sur les décélérations. Le massif ventriculaire est beaucoup plus mobile que le massif atrial. Et donc à l'impact, le cœur vient rompre le péricarde. Donc ça, c'est le patient quand on l'a pris en charge rapidement. Sur chaque fil, on a les berges du péricarde qu'on n'a pas pu refermer directement, avec le cœur qui vraiment sort du thorax du malade. Donc pour le réparer, on remet délicatement le cœur à l'intérieur et puis on met un patch en matériel synthétique résorbable pour refermer le péricarde. Donc la luxation cardiaque, bien y penser. Alors, on m'avait demandé d'aborder la radiologie interventionnelle, mais je ne suis pas radiologue, mais dans le thorax, elle est assez limitée. Globalement, il y a 2 acronymes, il y a le REBOA et il y a le TEVAR. Sorti de là, la radiologie interventionnelle, oui, vous pouvez aller emboliser une artère intercostale qui saigne. Le problème, c'est l'hémothorax qui est sous-jacent, et il va falloir l'évacuer à un moment, cet hémothorax. Donc, les seules indications de radiologie interventionnelle vont être pour des prises en charge aortiques. Alors le REBOA, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers, c'est un ballon qu'on va venir introduire par voie endovasculaire dans l'aorte et qu'on va gonfler. Alors il y a 3 zones qui ont été décrites dans l'aorte. Il y a la zone 3 qui se situe en dessous des artères rénales, la zone 2 entre le tronc cœliaque et les artères rénales, et la zone 1 qui est globalement l'aorte thoracique descendante. Alors moi je vais vous parler des mises en place de REBOA dans l'aorte thoracique descendante. Alors le REBOA, il a eu son heure de gloire, j'ai envie de dire, quand il est sorti, puis après il y a eu une littérature assez nombreuse qui a au contraire montré que ça servait à pas grand-chose, qu'il y avait énormément de complications à la mise en place, probablement, ce que disait Marc, c'est un problème de formation, faut apprendre à les mettre, et quand c'est mis en place dans la difficulté au bord de la route, ce que j'entends tout à fait, forcément derrière les gens ils font des ischémies aiguës de membres et il y a un taux d'amputation qui a été rapporté qui était assez important. Alors quand on monte un REBOA en zone 1, donc dans l'aorte thoracique descendante, on va faire aussi bien qu'une thoracotomie de ressuscitation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la thoracotomie de ressuscitation, c'est on ouvre un malade avec ce qu'on a sous la main, idéalement au déchocage ou au scanner. Alors ça c'est un recueil de données de plusieurs centres nord-américains, 991 malades, ils n'étaient pas randomisés. C'est d'ailleurs la critique qu'on peut faire à cette étude, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel cas ils ont tranché. Est-ce que je mets plutôt un REBOA ou est-ce que je fais plutôt une thoracotomie de ressuscitation, sachant que c'était pour des prises en charge hospitalières. Globalement, eux, ils rapportent que la survie elle est similaire, voire supérieure dans le groupe REBOA, mais à nouveau, c'est des résultats à prendre avec quelques pincettes. Seule petite chose, et là c'est le chirurgien qui parle, c'est que ça éviterait dans cette étude 7,2% d'AES. Sachant que les patients, en particulier en Amérique du Nord, qui ont des traumatismes, c'est souvent des patients jeunes, et ils rapportent aussi 14% de taux d'HCV chez ces malades-là. Donc si on peut diminuer de 7% le risque d'AES pour le personnel médical, paramédical qui prend en charge ces malades, ça paraît quand même très important. Quelques mots sur le TEVAR. Le TEVAR, sa grande indication, c'est la rupture de l'isthme dont on parlait tout à l'heure. Alors j'ai trouvé ça dans la littérature, ça m'a fait un peu marrer, mais l'être humain, il peut disséquer il peut avoir sa rupture de l'isthme dès qu'il chute de 3 mètres, donc c'est quand même pas très haut, 3 mètres, et pour un AVP à 60 km/h, ce qui est la très grande majorité des accidents routiers tout simples, quoi. Alors il y a une classification des ruptures de l'aorte qui a été rapportée. Donc la rupture qui est le grade 4, à 80% de morts, c'est des patients qui n'arrivent pas à l'hôpital d'ailleurs. C'est des gens qu'on ne va pas prendre en charge.
Alors le TEVAR, c'est devenu depuis 2016 à peu près le traitement de référence, à tel point que si vous amenez une rupture de l'isthme à Clermont-Ferrand, nos collègues chirurgiens cardiaques n'en ont pas fait et ne savent pas faire parce qu'ils n'ont plus cette expérience-là. C'est des patients qui vont directement aller en radiologie interventionnelle, qui vont bénéficier d'un TEVAR. Pourquoi c'est devenu la méthode de référence ? Parce que la mortalité immédiate, elle est bien moindre, 3% contre quasiment 20% quand il faut faire une chirurgie en urgence. Alors c'est pas parce que c'est pas très parce que la mortalité est faible à court terme qu'il ne faut pas les suivre, parce que c'est quand même 20% de complications globales. C'est des patients souvent jeunes qu'il va falloir suivre pendant plusieurs années. Ils ont un risque d'AVC, un risque d'endofuite sur leur stent. Donc vraiment, ça sera des patients qu'il ne va pas falloir perdre de vue. Et pour répondre à un commentaire tout à l'heure, alors j'avais pas repéré qui l'avait posé, sur intubation et rupture de l'isthme, est-ce qu'il faut les intuber ou pas ? Alors, moi, j'ai l'anecdote d'un jeune patient qui a fait une rupture de l'isthme il y a quelques années, qui a été pris en charge donc, par les radiologues interventionnels. Il a eu son TEVAR en place et ce monsieur avait aussi une rupture du diaphragme du côté gauche avec un hémothorax. Donc, dans les suites du TEVAR, on l'a emmené au bloc opératoire. Et ça a été une foire d'empoigne avec nos collègues radiologues qui nous ont dit « Ouh là là, mais si tu ouvres le thorax tout de suite, il va y avoir justement cette modification dans les zones de pression et tout, tu vas nous péter notre montage et tout ça. » Donc c'était un dimanche soir, j'ai rapidement fait la biblio, il n'y a rien d'écrit dessus, et donc le dimanche soir, j'ai poussé le malade au bloc opératoire, on a réparé ce qu'il y avait à réparer, on a vu une aorte qui ressemblait à une aubergine, et sorti de là, il s'en est sorti sans difficulté derrière. Donc je pense que ce jeu de pression, là, ça n'a pas forcément lieu d'être, il vaut probablement mieux monitorer précisément la tension artérielle dans le temps du transfert vers le centre de référence. Et si le malade n'a pas besoin d'intubation, c'est pas là-dessus qu'on peut avoir un argument. J'avais un dernier truc qui m'est sorti de la tête. Ça me reviendra peut-être. Je vous remercie de votre attention. Ça y est, c'est revenu. C'est sur le délai pour la mise en place du TEVAR. Le délai moyen en Amérique du Nord, dans leur registre, c'est 3 jours. 3 jours après le traumatisme. Et ils ont même montré que probablement ça améliorait le pronostic neurologique des malades d'avoir un délai de prise en charge qui soit un petit peu plus long. Merci beaucoup, Géraud. On passe aux questions de l'Assemblée et Benjamin a une question. Alors, c'est plus une précision. On n'endoprothèse pas toutes les ruptures de l'isthme. C'est-à-dire que les grades 1, on n'y fait rien, on fait un traitement médical, on contrôle la tension. Les grades 3, souvent, ils sont morts. Et les grades 2, la plupart du temps, on endoprothèse, mais certains ne sont pas endoprothésés, donc c'est un contrôle médical. Et puis après, c'est une discussion avec nos chirurgiens vasculaires, avec nos radiologues interventionnels. Mais j'avais une question à toi, Géraud. C'est que nous, en hôpitaux universitaires, vu que vous êtes là, on vous appelle très souvent. Quels sont vos critères pour que les hôpitaux non universitaires vous appellent ? Parce qu'ils ne vont pas vous appeler pour la moindre fracture costale. Est-ce qu'il y a un nombre de codes minimal, de pneumo ou quoi, pour qu'on vous appelle ? Ouais. Alors, on est quand même bien sollicité. Enfin, nos internes reçoivent plusieurs appels par jour pour avoir notre avis, ce qui est licite. Hein. C'est pas du tout une critique. Globalement, le fracas, à partir du moment où il y a 5 côtes de cassées, si elles sont déplacées, éventuellement s'il y a des lésions parenchymateuses ou pleurales associées, là, il n'y a pas de souci. On regarde les dossiers, et puis si on retient une indication, on transfère le malade. Et voilà. Alors, je n'en ai pas parlé, mais classiquement, on estime qu'on a entre 5 et 7 jours après le traumatisme pour aller réparer les côtes. C'est jamais l'urgence à la minute. Donc c'est quelque chose qu'on va faire de manière quasiment semi-programmée, quoi. Sur la fin de notre programme, on rajoute ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? On en profite peut-être parce qu'on est un peu en retard et on va accueillir... Merci, le docteur Géraud. Thomas Godet,